Urgent. L'Ukraine libère des villes et des villages, percés du sud par les forces armées ukrainiennes. Les généraux de Poutine sont terrifiés. C'est maintenant ou jamais. Le piège s'est refermé. Les forces armées ukrainiennes ont lancé une grande désoccupation qui a fait trembler le Kremlin. Les drapeaux ukrainiens flottent déjà dans le ciel. Tout s'est passé en quelques heures. Crimée et Donbass, préparez-vous. La route vers la mer d'Azov est ravagée par le feu de la vengeance. Un bouclier impénétrable. Le ciel est verrouillé. Un tournant historique. L'Ukraine active le dôme de fer. Des méga-missiles secrets sont déjà en approche. Flamand rose et pélican. Ils sont partis à la chasse. Nos ingénieurs ont accompli un miracle. Les nouvelles armes balistiques ukrainiennes réduisent en cendres l'arrière-garde russe, tandis que des lasers secrets fauchent des martyrs. Il s'agit d'un coup de maître technologique qui privera l'ennemi de sa dernière chance. La nature défie la Russie, Moscou s'efface, une catastrophe déchire le pays. Détails à suivre dans ce numéro. Instamment. Le piège s'est refermé. Les drapeaux ukrainiens flottent à nouveau. L'armée libère les territoires avec des résultats choquants en quelques heures seulement. Crimée et Donbass, préparez-vous. Les défenseurs ukrainiens ouvrent déjà la voie vers la mer d'Azov, la catastrophe des généraux de Poutine. Regardez ce qui se passe en ce moment même sur le front. Les forces armées ukrainiennes sont désormais inarrêtables. Nos défenseurs sont passés à la contre-offensive. En un instant, le front russe s'est effondré et les occupants se sont mis à fuir, abandonnant de plus en plus de territoires précédemment conquis. Au total, en 2 mois cette année, comme nous le voyons, environ 400 km² de territoire ont été libérés. Ainsi, récemment, l'accent des attaques ukrainiennes s'est déplacé vers les zones arrière proches des Russes sur les territoires occupés. La semaine dernière a été l'une des plus marquantes et des plus réussies en termes de fréquence et de géographie des frappes infligées à l'ennemi. Les forces armées russes regroupées, leurs pertes mensuelles présentent une tendance négative, décembre, janvier, en février. Tout cela est confirmé. Par exemple, notre aviation et les lance-roquettes multiples HIMARS frappent les positions ennemies, l'infanterie et le matériel des occupants dans la direction d'Alexandrovsk. Les envahisseurs russes n'ont absolument aucune chance de survivre après une frappe aussi massive. Et voici maintenant la direction de Zaporijjia. Ici, le radar Kasta a été détruit par les systèmes ukrainiens de drones. La géographie des frappes lors de la contre-offensive des forces armées ukrainiennes est impressionnante. Nos défenseurs parviennent à frapper non seulement sur la ligne de front, mais aussi à l'arrière des occupants. Dernièrement, Mariupol et Yalta sont également touchés. Là-bas, les explosions ne cessent pas. Les forces armées ukrainiennes frappent les casernes, les dépôts de munitions, les lieux de stationnement et les moyens de défense anti-aérienne. Nous savons qu'il y a un peu plus d'1 mois, le commandant en chef, le général Syrski, a déclaré qu'on ne pouvait pas résoudre cette guerre uniquement par la défense et qu'au minimum, celle-ci devait être active. Cela signifie que des contre-attaques sont menées sur certains secteurs. La semaine s'annonce brûlante pour les envahisseurs à Tokmak et dans les environs. La ville occupée subit pour la première fois un feu aussi intense. C'est précisément ici, avant le début des frappes, que se concentrait la plus grande réserve arrière de la Russie pour l'offensive, les manœuvres et les attaques sur la ligne de front. Les forces armées ukrainiennes ont concentré des unités importantes, principalement des troupes aéroportées et d'assaut. Ce sont les unités d'élite des forces armées ukrainiennes. Cette opération est menée dans le but de progresser depuis les secteurs du nord vers les zones du sud afin de prendre à revers le groupement stratégique russe qui est actuellement en train d'opérer à l'ouest de Goulaïpol. L'armée de Poutine n'a pas non plus de répit en Crimée. Là-bas, les forces de défense ukrainiennes ont frappé des hangars à Eupatoria où les troupes russes stockaient et entretenaient des drones polyvalents, Forpost et Orion. D'ailleurs, cette remarquable efficacité des frappes des forces armées ukrainiennes est due, entre autres, aux partisans ukrainiens qui opèrent secrètement sur les territoires temporairement occupés de l'Ukraine ainsi qu'en Russie. Les habitants pro-ukrainiens, qui en premier lieu gagnaient de l'espace sur le territoire temporairement occupé de la Crimée, collaient toutes sortes de petits drapeaux ukrainiens, des symboles ukrainiens, accrochés des rubans jaunes. Par la suite, cette résistance s'est intensifiée. Ils ont commencé à transmettre ce que confirme également le coordinateur militaire du mouvement de résistance des coordonnées militaires, des données militaires.
Leurs renseignements sont inestimables et chaque nouvelle diversion devient pour le Kremlin et Poutine une véritable gifle personnelle. À Klin, dans la région de Moscou, un agent d'Atech a détruit un complexe mobile de communication par satellite livien. Et nos partisans organisent régulièrement de telles attaques. Les membres du mouvement affirment que ce sont précisément leurs actions et les informations qu'ils ont recueillies qui ont rendu possible les frappes ukrainiennes contre la Crimée. En particulier, selon Atech, c'est eux qui ont guidé la frappe de missiles ukrainienne contre le navire de débarquement russe et les sous-marins Minsk et Rostov-sur-le-Don, ainsi que l'attaque contre l'état-major de la flotte russe de la mer Noire en septembre 2023. Quant aux partisans ukrainiens de la résistance, ils paralysent désormais une voie ferrée clé à Louhansk, ce qui a porté un coup sérieux à l'approvisionnement du groupement Pokrovskaya des forces armées russes. En ce moment, les partisans aident activement nos défenseurs lors de la contre-offensive de printemps. Ils se sont unis et mènent désormais des actions actives du mouvement partisan, précisément dans le domaine militaire. Ils mènent en quelque sorte des sabotages sur des sites militaires, ainsi que mènent des actes dits terroristes, c'est-à-dire qu'ils éliminent des responsables de l'occupation aussi bien sur les territoires nouvellement occupés que sur le territoire de la Crimée temporairement occupé. Ils agissent également activement pour collecter et transmettre des informations militaires. Ces données permettent aux forces ukrainiennes de frapper avec précision les cibles ennemies. Ils racontent qu'ils fournissent des informations sur la défense anti-aérienne, les dépôts, les bases militaires et les déplacements des soldats, parfois en observant les sites pendant des semaines. De plus, nos partisans dans le Donbass et en Crimée préparent activement le terrain pour la libération des régions capturées par Poutine. Grâce à leur travail, les occupants ne se sentent jamais en sécurité, ni à Donetsk, ni à Mariupol, ni sur le territoire de la péninsule de Crimée. Et avec l'avancée inévitable des forces armées ukrainiennes sur le front, la peur des Russes ne fait que grandir. Frères et sœurs, le mouvement militaire Atech se prépare à libérer la Crimée des rachistes. Nous attendons les forces armées ukrainiennes à Jankoï. Nous avons créé des dizaines de caches d'armes, d'explosifs et de munitions. Dès que les forces armées ukrainiennes franchiront la frontière administrative avec la Crimée, nous prendrons le contrôle des bâtiments administratifs et des sites militaires. Ciel verrouillé, l'Ukraine active le dôme de fer, livraison secrète en route, mégamissiles arrivent, tournant de guerre, l'Ukraine ferme son espace aérien, réforme de la défense aérienne lancée. Ce qui semblait autrefois impossible devient réalité. Le ciel ukrainien devient un piège mortel pour les occupants. Regardez. Le président ukrainien Zelensky a déclaré que si les pays du Moyen-Orient faisaient pression sur la Russie, des spécialistes ukrainiens les aideraient à construire un système de défense aérienne efficace. De plus, l'Ukraine est prête à fournir cette aide à ses partenaires sans aucune condition. Le Moyen-Orient entretient des relations économiques étroites avec la Fédération de Russie et exerce une influence. S'ils donnent un signal à la Russie pour un cessez-le-feu, par exemple pour 1 ou 2 mois, nous pourrons alors envoyer nos spécialistes et protéger la population civile. Par exemple, je parle du Royaume-Uni. Nous avons un accord de sécurité centenaire. Si, Dieu nous en préserve, des frappes touchaient de tels partenaires, ou s'ils faisaient face à certains risques, nous enverrions nos spécialistes. De plus, l'Ukraine est prête à échanger ses drones intercepteurs, qui sont plus efficaces contre les Shaheds iraniens et coûtent nettement moins cher, contre des missiles capables d'abattre des missiles balistiques. Concernant l'échange d'armes, nous y portons de l'intérêt, nous avons nos propres capacités et vous savez ce que nous produisons. Et il y a un déficit, et les pays du Moyen-Orient, en principe, peuvent combler ce déficit et résoudre nos problèmes. C'est pourquoi nous serons prêts à entrer en contact. Les diplomates ont reçu des instructions de ma part, ils sont en train de communiquer. Vous souvenez-vous, il y a seulement quelques jours, un message est apparu indiquant que les États-Unis avaient livré à l'Arabie Saoudite un grand lot de batteries Patriot. Et alors, à Kiev, beaucoup se demandaient pourquoi ils leur fournissaient une telle quantité. C'est un pays pacifique qui n'a aucun problème de sécurité. Et à nous, alors que la Russie nous bombarde chaque jour et que nous avons désespérément besoin de ces missiles, ils ne livrent pas, ils ne vendent pas. Voici la réponse à cette question. L'Arabie Saoudite peut aujourd'hui avoir besoin de défense antiaérienne, peut-être même plus que l'Ukraine, car les frappes contre les champs pétroliers de l'Arabie Saoudite pourraient provoquer une crise économique d'une telle ampleur que personne ne s'en sortirait pendant des décennies. Dans le système de défense antiaérienne ukrainien, une réforme choquante. Désormais, les entreprises d'infrastructures critiques pourront créer leur propre groupe de défense antiaérienne et l'État fournira les munitions.
C'est ce qu'a déclaré la première ministre Sviridenko. Le personnel suivra une formation et sera certifié dans des établissements désignés par le ministère de la Défense. Le commandement des forces aériennes des forces armées ukrainiennes pourra temporairement transférer aux entreprises des moyens de défense anti-aérienne et des munitions sur la base d'une décision individuelle pour chaque entreprise. Il s'agit d'armements qui ne sont pas encore utilisés par les unités de combat. En cas d'utilisation des munitions, le réapprovisionnement se fera selon une procédure simplifiée sur la base d'un acte de dépense réel. Dans le même temps, les partenaires européens ont promis de trouver et d'acheter pour l'Ukraine les missiles nécessaires pour une somme sans précédent et d'investir dans des drones intercepteurs. Aujourd'hui, il y a eu une initiative importante pour rassembler des missiles PAC-3 provenant des stocks européens, car c'est crucial et vital pour notre pays en ce moment. Je remercie pour cette initiative, j'espère que nous verrons cela très bientôt. Le résultat de cette initiative. Mais aujourd'hui, nous avons entendu des annonces pour près de 38 milliards de dollars. Ils sont justement destinés aux systèmes de défense anti-aérienne, aux drones, au développement des unités d'assaut de drones, aux frappes en profondeur ainsi qu'aux drones intercepteurs. Côté défense anti-aérienne, l'inquiétude grandit. Une guerre avec l'Iran épuiserait les stocks, impactant aussi l'Ukraine. Moins positivement, si la guerre dure, les partenaires du Moyen-Orient manqueront de défense anti-aérienne. Ils l'utilisent contre les Shaheds, suggérant moins de missiles et drones chez les Iraniens. C'est pourquoi, malgré tout, la consommation est très élevée. Et donc, oui, cela représente des risques pour nous, notamment en termes de quantité. Nous n'avons pour l'instant reçu aucun signal concernant une réduction des programmes. Mais nous-mêmes, grâce à Dieu, savons raisonner et pouvons comprendre ce qui pourrait arriver, quels risques pourraient exister. Il ne reste plus qu'à espérer que la guerre dans le Golfe Persique ne sera pas longue, car cela nuirait non seulement à la possibilité d'acheter des systèmes de défense anti-aérienne, mais aussi au prix de l'énergie, avec toutes les conséquences qui en découlent. Flamands et pélicans chassent. La balistique ukrainienne efface l'arrière russe. Les lasers abattent les Shaheds. Nos ingénieurs l'ont fait. C'est une véritable percée de notre industrie de défense qui prive l'ennemi de son dernier avantage. Regardez les détails. Les missiles ukrainiens frappent la fierté de la Russie. Les usines où sont produits les Iskander et les Oreshnik, ainsi que les entreprises sans lesquelles le complexe militaro-industriel russe ne peut fonctionner. Les magnifiques flamants roses ukrainiens se sont désormais mis en quête de nourriture. Le flamand rose, justement, a prouvé au cours de la dernière semaine qu'il existe et qu'il est bien réel. Les Russes doivent désormais vraiment craindre pour leurs usines du complexe militaro-industriel, pour leur industrie chimique. Littéralement pour chaque site situé dans un rayon de... Une distance d'environ 2000 km. Mais le flamand rose, c'est un missile de croisière, certes très puissant, mais cela n'a pas suffi. L'Ukraine possède désormais le Royal Flash, que l'on peut véritablement qualifier de percée et de combinaison gagnante. Missile balistique, son nom est FP7 et son développeur est Firepoint, la même société qui produit le Flamingo. Ils avaient annoncé le développement de missiles balistiques en septembre 2025 et ils l'ont maintenant démontré. Elle en action. Selon les spécifications techniques, le P7 a une autonomie de 200 km, une vitesse maximale de 1500 mètres par seconde et un écart circulaire de 14 mètres. La charge de combat est... Le montant total s'élève à 150, précisément. Kilos. Si le FP7 est produit en masse pour le front, d'énormes problèmes surgiront également. Parce que cela signifie que le soutien des opérations de combat contre l'Ukraine au niveau opératif tactique passe à un tout autre niveau, à la baisse pour les Russes. Parce que tous les centres logistiques, les états-majors, toute la logistique, le chemin de fer, tout cela est constamment sous menace. Cela signifie que les Russes devront tout cacher dans un rayon d'au moins 200 km, même si jouer à cache-cache n'aidera pas. En effet, Firepoint travaille également sur le développement du missile FP9 avec une portée allant jusqu'à 855 km. Cela avait aussi été annoncé dès le mois de septembre. Et il ne faut pas non plus oublier le Flamingo. Parallèlement au développement d'armes offensives, l'Ukraine travaille aussi sur la mise au point de moyens de défense anti-aérienne. Il y a quelques semaines,
on a appris la création du système laser ukrainien Sunray, destiné à la destruction des drones russes. Cette arme tient facilement dans le coffre d'une voiture. Elle ne fait aucun bruit et n'émet aucune lumière. Même pas ce fameux rayon rouge qu'on voit dans les films. Lorsqu'il y a quelques jours, une équipe de soldats et d'ingénieurs ukrainiens m'a montré leur prototype, il m'a semblé assez simple. À l'usage, presque trop simple. Sans aucun doute, c'est une autre avancée, mais cela ne suffit toujours pas. C'est pourquoi Kiev a officiellement annoncé des mesures supplémentaires pour renforcer la défense aérienne. Selon le ministre de la Défense ukrainien Mikhailo Fedorov, l'Ukraine discute actuellement de la création de consortiums conjoints avec des partenaires afin d'accélérer la production de missiles antibalistiques. Nous manquons cruellement de missiles de type PAC-3 pour la défense aérienne, afin de nous protéger contre les missiles balistiques russes. Nous avons également discuté avec le président de la création de consortiums conjoints avec des partenaires pour accélérer la production de missiles antibalistiques. Parallèlement, Kiev s'emploie aussi à détruire les capacités offensives des Russes. Fedorov a annoncé la destruction d'un système de communication grâce auquel les Shahed attaquaient le nord de l'Ukraine depuis la Biélorussie. Nous avons réussi à éliminer le réseau Mesh. Il s'agit d'un type particulier de réseau où chaque appareil fonctionne comme un relais pour les autres, créant une couverture continue qui était utilisée par les Shaheds dans le nord, ce qui a eu un impact positif sur la capacité de défense de Kiev et du centre de l'Ukraine. Fedorov n'a pas donné de détails sur l'opération. Cependant, il s'agit bien de la neutralisation d'un site situé sur le territoire biélorusse. Ce qui signifie qu'un autre obstacle psychologique a probablement été franchi. Kiev peut mener des opérations sur le territoire biélorusse si les actions des Biélorusses représentent une menace pour l'Ukraine. Et maintenant, Loukachenko doit se demander si le jeu en vaut la chandelle. C'est arrivé. Une terrible catastrophe déchire le paradis. La nature a décidé d'en finir avec la Russie. Le pays s'enfonce sous la glace, un tsunami de neige efface Moscou de la carte, le bunker est inutile et les villes se transforment en zone d'exclusion. La ville préférée de Poutine a tout simplement été engloutie par la mer Noire. Voir les détails. C'est vraiment difficile en Russie. Catastrophe naturelle exceptionnelle et effondrement des services d'urgence et des services publics. Horreur, horreur. Eh bien, c'est terrible, mais non. Gelée jusqu'à moins 60 degrés, chute de neige et pénurie de carburant persistante. Apocalypse de Belorechensky. Il n'y a ni lumière ni eau, rien ne fonctionne nulle part. Tout le monde à la taverne. Nous cherchons de l'essence. Belorechensky, 2 janvier, c'est la seule station-service qui a de l'essence. J'espère qu'il y en aura assez pour nous et que nous tiendrons jusqu'au bout de cette file d'attente. Nous faisons la queue depuis 1 heure déjà. Les gens font fondre la neige pour avoir de l'eau à boire. Ils restent dans leurs appartements à des températures négatives, tandis que les autorités ignorent complètement les problèmes. Il n'y a pas de lumière depuis presque 48 heures. Pas d'eau, rien du tout. Peut-être que quelqu'un sait, des représentants de la société Rossetti, envoyez-leur mon reel. Des gens meurent ici, ils gèlent. Vous êtes normaux ou quoi? Aucune équipe n'intervient ici. Toutes les routes sont ensevelies. Les gens ne peuvent absolument pas sortir. Belgorod, après les bombardements en plein blackout, il n'y a pas de chauffage et il n'y en aura pas jusqu'à la fin de la saison de chauffe. Le gouverneur hausse les épaules. Le courant a été rétabli. C'est tout. Il n'y en a pas dans toute la ville. Toutes les actions entreprises par nos énergéticiens et nos chauffagistes ces 2 derniers jours n'ont pas encore abouti aux résultats tant attendus. Nous prenons une décision concernant 455 immeubles résidentiels. Dans les immeubles, nous commençons à vidanger le système de chauffage. 25 jardins d'enfants, 17 écoles, 9 polycliniques, 4 universités. Il n'y a pas d'électricité non seulement dans les zones de première ligne, mais aussi dans la région de Moscou. Et toute cette partie, des villes entières privées d'énergie. Et même dans les régions où les drones ukrainiens n'ont pratiquement aucune portée.
bien commun. Il n'y a absolument pas d'électricité à cet endroit. Les lignes électriques ne peuvent pas y résister et il est également impossible de les réparer. Allez, colle, il y aura un bouchon. Comme ça. Garçon. Apparemment, tout le monde a froid. L'administration ne fait rien. D'abord, les gens ont eu froid, puis le câblage n'a pas supporté la chaleur car toute la maison était chauffée par des radiateurs d'appoint. Maintenant, les lumières sont éteintes elles aussi. 5 camions de pompiers sont arrivés pour éteindre l'incendie. Tous. La tour s'assit. On ne sait pas exactement ce qu'ils peuvent en retirer maintenant. Sur les ponts, complètement. Ils n'ont même pas pu constater les dégâts. Il y a des dégâts juste là. Une véritable apocalypse au Kamtchatka. Le plus fort séisme depuis 1952 s'est produit cet été. Oups. Ça nous perturbe un peu. Nous tremblayons. Marina, tais-toi. Marina, calme-toi. Tout va bien. Chers amis, permettez-moi de vous rappeler que nous vivons au Kamtchatka. Reculez. Et en hiver, la neige ensevelit littéralement des immeubles entiers. Ce que font les autorités à ce moment-là, c'est un mystère. Ils essaient même pas de sauver les gens. Pour les habitants de cette entrée, je ne sais même pas s'ils ont eu de la chance ou non. Mais au moins, ils n'auront pas à faire d'efforts supplémentaires pour rentrer chez eux. C'est suffisant. Honneur. S'asseoir sur les fesses et descendre. Sur les jambes et... oh, plutôt sur les fesses. Et voilà, on est arrivé. À quoi ça ressemble de l'intérieur? Un petit trou. C'est tout simplement une prison de neige pour les gens. C'est comme si entrer dans l'entrée n'était pas un problème. Pas de problème. Mais alors, remonter cette pente, glisser sur les fesses, ce n'est pas si facile. C'est fou. Voilà, la liberté. La catastrophe écologique se poursuit en mer Noire. 2 ans après le naufrage des pétroliers et la fuite de mazout, les autorités russes n'ont toujours pas éliminé les conséquences. La plage Volokaevsk. Voilà, Vladimir Poutine, à l'instant. Le sang coule encore. Matvei, le deuxième, le plus petit. Vladimir Vladimirovitch, nous sommes des habitants d'Anapa. Les habitants du kraï de Krasnodar, les habitants de tout notre pays. Nous vous demandons de l'aide. C'est un cri du cœur. Les autorités locales ne s'en sortent pas. Elles n'ont pas les ressources nécessaires pour cela. La seule ressource, ce sont les gens ordinaires avec des pelles. Le mazout sur la côte du kraï de Krasnodar. Au lieu de l'éliminer, ils le ramassent avec des machines ou le jettent dans le secteur privé. Et bientôt, un nouvel été arrivera et les taches toxiques recommenceront à remonter à la surface et à chauffer au soleil. Eh bien, hier, nous avons nettoyé. Nous les avons mis dans des sacs. Les voilà tous avec ces tracteurs. Tout a été rassemblé en tas, rien n'a été évacué. Voilà, tous ces sacs ont été éventrés. Le mazout est arrivé jusqu'au passage lui-même. Nous sommes venus et nous nous sommes demandé s'il y avait un sens à mettre tout ça dans des sacs si personne ne les enlève. Voici les sacs provenant des plages de la ville balnéaire d'Anapa. Ils sont amenés ici et déversés sur le sol. Au hameau de Voskresensky, rue Smolyanka, 24. Voilà, un camion est arrivé pour décharger. Voici la maison privée elle-même. Il y a également des maisons privées en contrebas. ET? Bien sûr, ce n'est pas loin. De nouvelles inondations que les autorités russes ignorent année après année et qu'elles ne tentent même pas de prévenir. Mon jardin est entièrement inondé. Ça va là. Des immeubles de 5 étages sont inondés jusqu'aux fenêtres. Ils ont tout simplement évacué tout le monde par les fenêtres la nuit dernière. Ils ont cassé les fenêtres, ils les ont évacués par les fenêtres. Bref, le rez-de-chaussée est inondé. Le ministre des situations d'urgence de Russie, il ne manquerait plus qu'ils invitent Poutine ici. Il y a des inondations même dans la fierté de la Russie, à Sotchi, où le dictateur lui-même aime passer ses vacances. Oh mon Dieu, je n'ai jamais vu quelque chose de pareil de toute ma vie. Nous sommes assis dans la voiture. Voilà ce qui se passe sur Donskaya.
C'est vraiment de la faux. Là, on a déjà la moitié de la voiture remplie d'eau. C'est incroyable. Mais qu'est-ce qu'il y a là-bas? On est déjà assis, voilà, l'eau nous arrive jusqu'aux couilles. Il est évident que les autorités russes se fichent complètement de leur propre population, qu'ils restent assis dans le froid et la boue sans toit au-dessus de leur tête. L'essentiel, c'est de raconter à la télévision à quel point ils sont grands et de fabriquer encore plus de missiles pour tuer les habitants du pays voisin. La Russie en deuil. Des milliers de Russes sont piégés. Ils ont vécu la guerre directement. Au lieu de la plage, des frappes de missiles. Au lieu du champagne, les caves. Les vacances virent au cauchemar. Le Moyen-Orient explose et les touristes russes sont désormais au cœur du conflit. Voici les détails. C'est génial ici, non? La guerre a atteint les Émirats arabes unis. Hier encore, il y avait un soleil de plomb, des piscines et des gratte-ciel. Aujourd'hui, des informations font état de frappes de missiles de l'Iran. La région, qui pendant de nombreuses années s'est vendue comme une île de stabilité au Moyen-Orient, s'est retrouvée en zone de turbulence militaire. Cette situation s'avère extrêmement douloureuse pour l'ensemble des touristes russes. Encore une fois, après 2022, les habitants de la Russie ont commencé à déménager massivement à Dubaï. Ils ouvraient des comptes, achetaient de l'immobilier, faisaient venir leurs familles. Des gens qui n'ont jamais voulu penser à la guerre, cela leur était désagréable. Cela ne les intéressait pas. Ils n'avaient pas la tête à ça. Ils voulaient vivre leur petite vie, ou une grande vie avec beaucoup d'argent. Dubaï est un refuge bien connu pour ceux qui ne voulaient pas penser à la guerre. Et elle est venue à eux. Ce que les Russes ont infligé au monde entier pendant des années les a rattrapés dans le golfe Persique. À cette heure tardive de la nuit, dans n'importe quel abri. Ceux qui disaient hier être en dehors de la politique, elle les a maintenant rattrapés. Des drones et des missiles volent. Ils sont tombés juste à côté de notre maison. Nous nous trouvons dans le quartier de Palm Jumeirah à Dubaï. Et aujourd'hui, une alerte est arrivée, littéralement il y a peu, de la police de Dubaï, demandant à tout le monde de se réfugier, c'est-à-dire sur les places de parking ou dans n'importe quel abri qui n'existe pas à Dubaï. Cela n'était jamais arrivé ici auparavant. Le 28 février, Dubaï a subi l'une des attaques les plus massives. Des drones et des missiles tombèrent pratiquement au centre-ville. L'hôtel Ferramonte Palm, situé sur l'île artificielle de Palm Jumeirah, a été la cible de tirs. Un incendie s'est déclaré aux étages supérieurs. 4 personnes ont été blessées. Le démon Herman brûle. À propos de... Oh mon Dieu, mais quel cauchemar absolument épouvantable. La cité légendaire d'Ali Arabi fut également attaquée. Après le passage du drone, une partie de la façade a pris feu. Ici, il y a quelque chose qui a brûlé dans le ciel. Il y a du feu là-bas. Quelque chose vient de prendre feu juste derrière le Burj. Et il y a eu une très forte explosion. L'Iran continue d'attaquer Dubaï. La défense anti-aérienne ne cesse de fonctionner. La ville, habituée à vivre à un rythme effréné 24 heures sur 24, s'est pratiquement figée. Les gens se cachent des frappes dans les chambres d'hôtel et dans les parkings souterrains. Le quartier chic de Dubaï, près du Burj Khalifa. Il n'y a presque personne, seules quelques personnes se promènent. Les foules habituelles ont complètement disparu. L'un des missiles est tombé à quelques mètres. Des appartements de luxe et des villas privées où résident notamment des touristes venus de Russie. Les vitres des bâtiments ont été soufflées, les façades criblées d'éclats. Voici notre immeuble. Et c'est ici qu'un missile est tombé. En ce moment aussi, quelque chose vole dans le ciel. Les responsables sont arrivés. Le fonctionnement des principaux aéroports de Dubaï, Dubai International et Al Maktoum, a été pratiquement interrompu après qu'un drone a frappé l'un des terminaux.
Selon l'Association des tours opérateurs de Russie, au moins 20 000 touristes russes sont bloqués aux Émirats arabes unis. Tous les terminaux sont fermés, nous attendons à l'entrée, tout est calme autour de nous, nous patientons encore. Nous avons de l'eau. Les touristes russes essaient de quitter le pays non seulement par avion, mais aussi par la mer. Les Russes achètent des billets pour des croisières, espérant ainsi contourner les restrictions aériennes et quitter la région via le golfe Persique. Cependant, cet itinéraire s'est également avéré inaccessible. En raison de la fermeture de l'espace aérien, des dizaines de touristes russes se sont retrouvés piégés à l'île Maurice, une petite île de l'océan Indien. Aux Émirats arabes unis, ils devaient prendre une correspondance pour rentrer chez eux. Pendant ce temps, le consulat général de Russie à Dubaï a publié une note d'information à l'attention de ses ressortissants. Dans le contexte de l'aggravation de la situation dans la région, nous vous demandons de rester calme et de prendre des mesures de précaution raisonnables, indique le communiqué publié sur la chaîne Telegram du consulat. Une instruction a également été jointe expliquant comment se protéger en cas de danger lié aux drones, à l'aviation ou aux missiles. Ils ont également donné quelques conseils utiles. Nous vous recommandons d'évaluer objectivement vos capacités financières et d'être prêt à devoir payer vous-même votre hébergement. Prévoyez un budget suffisant pour au moins une semaine de séjour. Si vous n'avez plus d'argent, essayez d'utiliser l'Internet de l'hôtel pour chercher une alternative pour se loger. Et tandis qu'une partie des touristes rêvent paniqués de rentrer chez elles, d'autres continuent de profiter de leurs vacances. Comme si rien ne se passait autour d'eux. Ils brondent sur les plages, se baignent dans la mer et construisent des châteaux de sable avec leurs enfants, sur fond de drones et de missiles qui survolent la zone. Eh bien, vous savez, cela n'arrête absolument personne dans cette situation précise. Dubaï, qui a construit pendant des décennies son image de centre mondial sûr et stable, se retrouve désormais entraîné dans un grand conflit, où même les stations balnéaires luxueuses et les gratte-ciel étincelants ne garantissent plus d'être à l'abri des conflits géopolitiques. C'est tout pour aujourd'hui. Pour d'autres actualités brûlantes du front, regardez la prochaine édition.